Bonjour, il me fait très plaisir d'être ici, d'avoir fait la route même depuis Montréal pour me retrouver à Matane et pour venir vous parler de saine alimentation pour tous. D'une part parce que la saine alimentation, évidemment, me rejoint énormément et le pour tous qui est un aspect important aussi de ce dont nous discutons aujourd'hui. La saine alimentation, c'est beaucoup plus que manger et mettre des aliments dans notre bouche. L'alimentation comprend des aspects auxquels on ne pense peut-être pas au quotidien, mais que l'on vit au quotidien, par exemple. Manger, c'est d'abord choisir des aliments. C'est les acheter à l'épicerie. Parfois, c'est les produire soi-même aussi. On a des questions que l'on se pose à chaque fois qu'on fait nos achats, qu'on pense à nos repas aussi, qu'on fait la planification. Donc, manger commence bien avant d'avoir des assiettes devant nous. Manger vient donc avec une question d'approvisionnement, une question financière aussi, de faire notre budget pour pouvoir se procurer les aliments que l'on aimerait manger. Et quand on dit qu'on aimerait manger, c'est aussi qu'il y a une dimension de goût, de préférence alimentaire, d'habitude alimentaire qu'on a développée avec les années aussi. Si on mange certains aliments, c'est souvent les aliments que l'on aime, auxquels on est habitué, les aliments qu'on préfère, les aliments dont on a hérité aussi de manière culturelle, les habitudes qui nous ont été transmises, les découvertes qu'on a faites au fil du temps, au fil de nos voyages, au fil de nos rencontres aussi. Donc, manger, c'est planifier. Manger, c'est préparer les aliments également. C'est de partir d'aliments de base, de cuisiner, d'apprêter les aliments à notre goût en fonction de ce que l'on a appris à faire. Et aussi soit à l'école ou à travers l'éducation de nos parents. Donc, manger, c'est aussi préparer les aliments. Et évidemment, on ne mangerait pas si on ne partageait pas le moment du repas, ou en fait, on peut manger tout seul, bien sûr, mais le moment du repas, le moment de manger, de savourer ce que l'on a préparé ou acheté, c'est aussi une dimension importante de l'alimentation parce qu'il y a l'aspect de partage, mais de plaisir, qu'on soit avec d'autres personnes ou qu'on soit seul, il y a un aspect de plaisir à manger également, quelque chose de convivial. Quand on pense à l'alimentation, mais on pense à l'alimentation, à nos 3 repas par jour, à nos collations, mais on pense aussi à des occasions spéciales pour se rencontrer, pour fêter entre amis, pour célébrer des anniversaires ou autres. On pense aux aliments qu'on inclut dans les fêtes traditionnelles aussi. Donc, l'alimentation, vraiment, c'est transversal, ça touche énormément de facettes de notre vie et tous nos choix, nos décisions qu'on fait à l'égard de l'alimentation sont influencés par notre réalité financière, par le temps aussi dont on dispose, la conciliation travail-famille qui parfois nous fait prendre des raccourcis, peut-être acheter plus d'aliments transformés. Donc, il y a les moyens financiers aussi, nos connaissances et nos compétences envers les aliments. Tous ces facteurs-là influencent notre façon de nous alimenter. Il n'y a pas 2 personnes ici, il n'y a pas 2 personnes dans la société qui s'alimentent de la même façon en ayant exactement les mêmes valeurs ou les mêmes interrogations ou les mêmes goûts à l'égard des aliments. Donc, l'alimentation, c'est très vaste et donc, c'est très individuel aussi. Sauf que quand on parle de saine alimentation pour tous, c'est de pouvoir concilier tous ces facteurs-là à l'échelle de la population. Faire en sorte que la population en général puisse se procurer des aliments sains, variés, en quantité suffisante, mais non en excès. Faire attention au gaspillage, pouvoir promouvoir aussi des aliments qui proviennent d'une agriculture durable ou d'approvisionnement durable aussi. Donc, c'est tout ça, l'alimentation et la saine alimentation pour tous. L'alimentation, donc, c'est aussi de pouvoir développer les capacités si on ne les a pas déjà. Parce que je pense que vous devez vous rendre compte que ces années-ci, on a accès à des aliments comme on n'a jamais eu auparavant. Dans les épiceries, les tablettes débordent, même que durant toute l'année, on a accès à des aliments qui proviennent d'un peu partout dans le monde, des aliments auxquels on n'avait pas accès habituellement en hiver, mais maintenant, ils sont disponibles 12 mois par année. Donc, on est vraiment à une ère où les aliments sont largement disponibles, où on n'a jamais eu accès à autant d'aliments. Pourtant, il y a un paradoxe qui est très important, voire même inquiétant, c'est que
si on a tous ces aliments-là accessibles, on n'a jamais été aussi déconnecté des aliments. On connaît de moins en moins l'origine, la provenance des aliments, les compétences culinaires et les connaissances à l'égard des aliments se perdent aussi, sont menacées. Donc, c'est plusieurs facettes de l'alimentation qu'il faut remettre à l'ordre du jour et ce sont tous des aspects de l'alimentation qui font partie de la saine alimentation pour tous. Donc, quand on parle de saine alimentation, donc ça inclut des dimensions physiques d'accès aux aliments, de production des aliments. Ça inclut des aspects aussi socio-culturels pour pouvoir respecter les traditions, les goûts, les cultures, les préférences des gens. Ça inclut une dimension économique parce qu'il y a l'accès aux aliments, il y a le prix des aliments, il y a le budget aussi des gens qui achètent les aliments dont on doit tenir compte pour essayer de favoriser la saine alimentation pour tous, d'essayer de niveler les inégalités pour pouvoir permettre aux gens qui ont moins de moyens de quand même se nourrir adéquatement. Il y a une question de sécurité alimentaire aussi quand on parle de saine alimentation pour tous. Et l'autre que j'oublie, c'est la politique. L'aspect politique, c'est-à-dire tout ce qui encadre, tout ce qui pose les ancrages de ce que l'on veut comme société, ce que l'on imagine comme vision de saine alimentation pour tous. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut adresser quand on parle de saine alimentation pour tous. Donc, si les défis, si les facteurs qui influencent l'alimentation sont multidimensionnels, c'est une question de santé, c'est une question d'approvisionnement, c'est une question de connaissances, de compétences, c'est une question d'argent. Si les défis sont multidimensionnels comme ça, bien, il va de soi et on s'y attend que les solutions que l'on va mettre de l'avant pour promouvoir la saine alimentation, pour contrer l'insécurité alimentaire, mais c'est certain que les solutions vont venir de plusieurs endroits aussi, vont venir de tout azimut pour pouvoir contribuer à appliquer des solutions, à mettre des actions en place. Parmi les acteurs qui sont incontournables, pour pouvoir mettre les solutions de l'avant, bien, il y a bien sûr les citoyens. C'est pour les citoyens qu'on a tendance à travailler, à vouloir mettre des plans d'action en place, mais ça doit se faire avec les citoyens parce que ce sont les meilleures personnes pour nous aider à identifier les problématiques, à identifier les défis, même à collaborer à la mise sur place de plans d'action pour pouvoir évaluer au fur et à mesure comment ça se passe, puis faire en sorte qu'ils se sentent impliqués aussi. On ne fait pas juste fournir du poisson, on apprend à pêcher. Donc, il y a cette implication-là des citoyens qui est important. Les groupes communautaires sont super importants parce que ce sont souvent les groupes qui vont mettre en lien les citoyens avec les différentes solutions qui se proposent à eux, qui vont faire qui peuvent contribuer à l'arrimage aussi entre différents partenaires, entre différents acteurs pour mettre en place les solutions pour valoriser la saine alimentation. Il y a le milieu agroalimentaire, évidemment, qui est incontournable puisque c'est le milieu qui procure les aliments que ce soit de l'agriculture à la transformation et à la distribution des aliments, tout le milieu agroalimentaire est hyper important. Le milieu de l'éducation aussi compte parce que quand on parle d'améliorer les compétences ou les connaissances alimentaires, bien, ça se fait avec des gens experts en transfert de connaissances, en amélioration des compétences et tout. Donc ça, c'est super important. Donc, c'est vraiment des acteurs très, très nombreux qui, chacun à leur façon, vont contribuer à informer les citoyens, à rendre disponibles des aliments, à encadrer aussi les bonnes pratiques, à aider à transformer les normes alimentaires, en fait les normes sociales, pour que l'alimentation soit vue vraiment comme quelque chose de normal à quoi on a accès. Parce que le droit à la saine alimentation, c'est un droit, c'est pas juste un luxe, c'est vraiment un droit. Donc, ça doit vraiment passer comme ça dans les consciences collectives aussi. Donc, comme en alimentation, les acteurs gagnent à se regrouper. Quand on parle d'aliments, mais vous savez, il n'y a pas un seul aliment qui permet d'être en santé. L'aliment, un aliment très nourrissant, peu importe le légume que vous allez me nommer, je peux vous dire, oui, c'est vrai que c'est nourrissant, c'est intéressant pour la santé, mais si on mange que ce seul aliment-là, on n'ira jamais loin, on ne sera pas en santé. C'est un petit peu la même chose quand on parle d'action. On peut avoir des bonnes idées comme regroupement, comme personne individuelle, comme acteur,
mais la force vient vraiment dans le rassemblement, dans la complémentarité, vraiment dans le travail d'équipe. Donc, là où c'est important d'agir, c'est quand les acteurs deviennent des partenaires. C'est ce qu'on essaie vraiment de mettre en valeur aujourd'hui, l'importance comme ça de se rassembler. Vraiment, le travail d'équipe, c'est le nerf de la guerre. Et en fait, c'est loin d'être une guerre. On peut parler, par exemple, d'un combat à mener, d'un cheval de bataille. Et j'aime bien ça parler de cheval de bataille parce que vous pouvez vous prendre pour des chevaliers. Tu sais, ça fait héroïque un petit peu. Et il y a de quoi vous sentir héroïque parce que vous avez le pouvoir de changer des vies, d'influencer des destins avec ce que vous avez entre les mains comme connaissances, comme compétences, comme outils, comme façon de rejoindre les citoyens. Vous avez la capacité d'améliorer des qualités de vie, améliorer l'alimentation, faire en sorte, en bout de ligne aussi, que la santé, que le plaisir à manger va être rehaussé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose là, dont vous pouvez être fier et vous valoriser. Il n'y a pas d'initiative idéale qui est valable dans toutes les situations. Vraiment, ce que l'on encourage à faire, c'est de se regrouper pour pouvoir répondre à des besoins particuliers, des besoins régionaux, des besoins locaux. Et en ce sens-là, il n'y a pas un modèle unique à observer. C'est vraiment en tâtant le pouls de la population, le pouls de la place, en connaissant notre réalité, que les meilleures idées peuvent émerger. Il y a énormément d'initiatives qui se font individuellement, mais en silo. Donc, c'est encore plus important de travailler en équipe parce que quand on travaille en équipe, ce n'est pas juste des forces qui s'additionnent, ce sont des forces qui se multiplient, qui deviennent vraiment, c'est une synergie, comme on voit avec cette image-là. C'est plus seulement chaque bonhomme a sa couleur avec son morceau de casse-tête. Il y a un mélange qui se fait, il y a quelque chose de plus grand que nature qui se forme, qui va au-delà de l'addition de chaque partie, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus grand que chaque partie isolée qui peut se former. Quand on a beau faire des petites actions puis être des petits regroupements de chacun de notre côté, quand on se met ensemble, mais il y a quelque chose de plus grand qui naît de ça. Vous connaissez peut-être le principe du battement d'aile du papillon. Le battement d'aile du papillon, c'est quand un tout petit coup de vent de l'aile d'un papillon, à force de faire son chemin et de côtoyer, de rencontrer des nouveaux courants, va devenir un grand vent et peut-être même une tempête. Donc, c'est une petite action qui peut découler en quelque chose de grand. Puis là, j'avoue qu'avec la température qu'il fait aujourd'hui, j'aurais pu parler de l'effet boule de neige aussi, mais donc vous comprenez le principe, c'est vraiment de partir de petites choses et faire des grosses choses ensemble quand on est plusieurs à pousser justement, à faire rouler la boule de neige pour amasser, pour que ça devienne plus gros. Parce que d'être ensemble, c'est un début. Rester ensemble, c'est déjà quelque chose de bien, mais travailler ensemble, c'est vraiment de là que naissent les plus grandes actions. Donc, je vais vous présenter quelques exemples de projets qui se font un petit peu partout au Québec, dans plusieurs régions, pour aider à générer des idées, pour aider à rêver, pour sortir des sentiers battus, pour vous montrer ce qui existe déjà, pas pour nécessairement vous inciter à faire la même chose qui se fait ailleurs, mais pour vous montrer comment ça peut exploser les projets que vous pouvez faire. Quand on échange des cartes, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez démarrer un nouveau projet, mais il y a peut-être des idées qui vont déjà germer. Vous allez rencontrer des gens, vous allez échanger des idées, des cartes d'affaires aussi. Et de ça va probablement naître, ou peut-être en tout cas, des idées qui vont se mettre en place et vous allez écrire l'histoire de votre région de cette façon-là. Déjà, la Matanie est très active en termes d'initiatives et de projets, mais je pense que c'est un début, un momentum dont il faut profiter pour continuer à développer des projets. Il reste encore beaucoup à faire et avoir l'enthousiasme des gens que j'ai devant moi. Mais je suis vraiment pas inquiète que c'est quelque chose que l'histoire va se poursuivre. Donc, les projets que je vais présenter aujourd'hui, entre autres,
Je veux remercier beaucoup les gens de 100 degrés, particulièrement Marianne Boire, qui m'a fourni plusieurs ressources pour connaître les initiatives qui se font dans plusieurs endroits de la province. Donc, un grand merci. Vous avez vu tantôt les acteurs qu'on avait listés en parlant des citoyens, des milieux communautaires, municipaux. Et en fait, tous ces acteurs-là, bien, c'est un petit peu là comme un jeu de cartes que j'ai envie de vous montrer. Montrer que toutes ces cartes-là sont disponibles. Puis, il faut faire des matchs. Hein, c'est le mix and match, voir qu'est-ce qui peut ressortir des différentes associations entre ces acteurs-là. Et il faut sortir de ce qu'on a l'habitude de penser. On peut penser que le communautaire travaille avec le communautaire, que l'industrie reste de son côté, mais non, il y a vraiment des arrimages à faire et tout le monde y gagne quand il y a une combinaison, quand il y a un arrimage à la fois des besoins et des ressources. Vraiment, tout le monde y gagne. Donc, un des premiers projets, puis en fait, qui en découle plusieurs de ce projet-là, le Système alimentaire Montréal, ou SAM pour les intimes, chapeaute plusieurs projets. En fait, c'est un regroupement qui regroupe plusieurs acteurs, autant de l'industrie, des milieux de l'éducation, du communautaire, et qui travaillent ensemble à travailler différents enjeux de saine alimentation pour tous. Entre autres, un de ces projets-là, c'est une table de concertation, une table régionale de partenaires qui parle de la petite enfance et de l'éducation. Pourquoi ce thème-là précisément? Bien parce que quand on parle de saine alimentation, c'est important de miser sur la saine alimentation dès la tendre enfance. Les habitudes alimentaires, les goûts, les préférences que les enfants développent mettent la base pour ce qu'elles seront toute leur vie. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a des projets qui se concentrent sur l'alimentation des enfants dans les différents milieux où ils se trouvent. Il y a des projets, entre autres, au cours des dernières années qui ont vu le jour pour améliorer l'offre alimentaire et les pratiques alimentaires dans les services de garde au Québec. Et donc ça, c'est une chose, mais après ça, quand les enfants sortent des services de garde, il faut assurer une continuité, une cohérence quand les enfants arrivent à l'école. Donc, une table comme ça, régionale, là, de partenaires, bien, met la table, c'est le cas de le dire, pour réfléchir à quels peuvent être les besoins, les actions pour assurer ce type de continuité-là, de mieux comprendre les réalités, les besoins pour pouvoir valoriser autant les apprentissages que l'approvisionnement locaux et tout ce qu'on juge important dans le grand thème de la saine alimentation pour tous. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, il y a ce projet-ci qui est mené par Équiterre, qui s'appelle « Les écoles prennent racine ». C'est un projet à 2 volets qui est mené par Équiterre, qui est un organisme que vous connaissez probablement déjà, qui travaille beaucoup dans l'environnement, l'écologie, l'alimentation durable. Et le premier volet de ce projet-là, des écoles prennent racine, c'est de promouvoir à l'échelle institutionnelle, donc des différentes écoles, la promotion des aliments locaux et donc de mettre en relation les établissements avec les producteurs pour qu'il y ait vraiment une utilisation des produits locaux qui soit faite dans les différents établissements. Donc, le rôle d'Équiterre, c'est d'assurer ce lien-là. Puis pour ceux qui connaissent Équiterre, connaissez peut-être aussi les projets de type l'agriculture soutenue par la communauté, qui est aussi une forme de projet de mettre les producteurs en lien, mais cette fois-là avec des citoyens. Donc là, cette fois-ci, le projet est de mettre en lien avec les établissements pour valoriser les achats locaux. Le deuxième volet de ce même projet-là, c'est des ateliers culinaires en milieu institutionnel. Donc, pour amener un peu plus de concret aux enfants et à leurs familles qui fréquentent différents milieux pour qu'ils acquièrent eux-mêmes des connaissances, des compétences pour utiliser les aliments locaux. Donc, c'est à 2 aspects, autant de fournir des aliments que de fournir des compétences aussi. Et c'est pour ça qu'on parle d'un milieu de l'éducation, enfance et scolaire et de l'agroalimentaire qui s'arriment pour faire quelque chose de plus durable.
Un autre exemple de projet qui s'est déroulé aussi à Montréal, c'est dans le cadre des Jeux du Québec qui avaient lieu en 2016 à Montréal. C'est encore une fois le SAM, le Système alimentaire Montréal, qui a voulu valoriser la saine alimentation dans le cadre d'une activité, en fait d'un événement comme les Jeux du Québec. Vous savez, les Jeux du Québec, c'est grandiose, ça rassemble la jeunesse sportive du Québec, même que je me rappelle il y a très très longtemps des Jeux du Québec à Matane où j'étais venue en ski de fond. Donc ça rappelle des souvenirs, ça remonte à très loin. Les Jeux du Québec, c'est un lieu où on valorise l'activité physique et quand on parle d'activité physique, de saine habitude de vie, bien sûr, on ne peut pas passer outre la saine alimentation. Donc, dans le cadre des Jeux du Québec de Montréal, il y a un groupe qui s'est formé pour faire en sorte que les menus qui étaient offerts dans le cadre des Jeux du Québec, que les collations qui étaient offertes aux jeunes aussi, répondent à certains principes, à certains critères nutritionnels, que ce soit facile de bien manger, que ce soit agréable pour les jeunes aussi de bien manger. Et un projet comme celui-là, pour qu'il voit jour, c'est certain qu'il doit y avoir des acteurs du milieu municipal, des gens de l'Organisation des Jeux du Québec, mais aussi des professionnels de la santé, entre autres comme des nutritionnistes, qui se rassemblent pour pouvoir parler d'un projet comme celui-là. Puis pour que ce soit pérenne dans le temps, que ça dure plus longtemps, que ça serve plus qu'à un événement, ce que ce comité-là a fait aussi, c'est de développer un guide de pratique pour que ça puisse être utilisé dans le cadre de d'autres événements. On ne veut pas que ça meure après les Jeux du Québec 2016. On veut que ça puisse être utilisé dans le cadre de d'autres événements sportifs, que ce soit les marathons de Montréal et autres. Donc, que ça puisse être réutilisé pour ne pas réinventer la roue à chaque fois, pour que ce qu'un comité a fait puisse être utilisé encore à plus grande échelle. Un autre projet du type que vous allez peut-être reconnaître parce qu'il ressemble au projet des incroyables comestibles, c'est Aux arbres citoyens. C'est un projet dans la MRC Papineau qui consiste à développer des bandes de terre sur des terrains municipaux, des terrains qui sont partagés pour planter des arbres fruitiers, des plantes, des herbes aromatiques. Ce sont des plants dont les citoyens prennent soin, sont impliqués, ils marrainent, ils parrainent des plants, donc ils s'en occupent et en échange, les citoyens ont accès aussi à manger ces aliments-là. Donc c'est intéressant dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées en ayant comme ça des fruits, des légumes ou des fines herbes qui sont disponibles dans plusieurs endroits dans la municipalité. Mais ça fait en sorte que les citoyens passent devant, ils reconnaissent, ils s'approprient ce projet-là. Et entre autres, je peux imaginer des petites familles qui se promènent devant ces plants-là avec des enfants qui sont heureux de pouvoir piger dans les petits arbres fruitiers ou les plants de tomates qu'ils rencontrent. Et ça amène un contact avec l'origine de l'aliment aussi. Donc, il ne faut pas juste s'arrêter à l'effet de pouvoir manger des aliments gratuitement qui sont sur les terrains municipaux, mais aussi voir qu'est-ce que ça peut avoir sur les connaissances ou sur le plaisir et sur la norme sociale aussi de manger des aliments, des fruits et des légumes, parce que si on veut rendre ça disponible à tous, c'est qu'on sous-entend que c'est normal d'en manger à tous les jours, que ça fait partie de la saine alimentation. Donc, c'est quelque chose de sous-entendu, mais qui est aussi très, très important. Le projet Cultiver pour nourrir, c'est un projet d'agriculture, de jardin, mais qui n'est pas seulement qui est pour la communauté, mais qui vise avant tout à soutenir les banques alimentaires. Parce que les gens qui dépendent qui se tournent vers les banques alimentaires pour se nourrir, ne choisissent pas les aliments qui leur sont donnés, apprécient ce qu'ils reçoivent. Et les fruits et les légumes sont généralement plutôt rares dans les banques alimentaires. En tout cas, c'est ce qui a motivé un groupe des Hautes-Laurentides pour ce projet-ci à produire des fruits et des légumes qui sont plutôt rarissimes dans les banques alimentaires. Donc, ce sont des projets de jardins, de grands jardins, où les milieux municipaux fournissent les terrains, les organismes communautaires fournissent des ressources, où l'industrie aide à fournir des matériaux de base, et où aussi il y a un concept d'éducation, même d'éducation continue, parce que il y a plusieurs, soit enfants ou jeunes adultes, qui contribuent à ce projet-là et qui en retirent quelque chose aussi sur le plan des apprentissages. Un projet comme Cultiver pour nourrir
bénéficie à 400 personnes ou familles par semaine dans la région des Hautes-Laurentides, c'est à Mont-Laurier plus précisément. Donc, c'est un autre projet pour lequel on lève notre chapeau. Un autre projet un petit peu similaire qui s'appelle Ferme Jeunes au travail. C'est encore une fois un projet qui met en partenariat des milieux municipaux, des organisations, milieux de l'éducation aussi, et qui invite, qui intègre des jeunes décrocheurs à participer au projet de la ferme. Donc, la ferme, en tant que telle, c'est ça l'organisme. Et les jeunes qui y vont, ils vont pas sur une base, en fait, pas sur une base sporadique, c'est vraiment un engagement qu'ils ont. Ils sont engagés pendant 6 mois sur la ferme pour participer non seulement aux plantations et à la culture des légumes, mais à différents aspects aussi du fonctionnement de la ferme. Ça peut être des petits travaux d'entretien, même de menuiserie. Et ce qui ressort de la production qui est faite, bien, c'est aussi de la production alimentaire. Donc, les jeunes qui sont mis à contribution, qui s'impliquent dans un projet comme celui-là, bien, touchent à plusieurs facettes en fait, même pas juste de l'alimentation, mais ont l'occasion, par ce fait-là, de pouvoir se familiariser avec, en fait, de pouvoir développer plusieurs talents, de pouvoir apprendre à se connaître. Et en sortant de ce projet-là, au bout de 6 mois, bien, il y a plusieurs jeunes adultes qui se découvrent une passion, qui se découvrent un intérêt, et ça oriente des carrières, alors que c'était peut-être un petit peu compromis du fait que c'était des jeunes décrocheurs. Donc ça va au-delà de l'alimentation, comme vous pouvez voir. Ce projet ici, c'est un projet de glanage. Vous savez que le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu important, considérable à l'échelle mondiale. Il y a énormément d'aliments qui se perdent. En fait, les aliments qui se perdent le plus, même à la surprise de la plupart des gens, c'est à la maison. C'est à la maison qu'on gaspille le plus d'aliments. C'est des aliments qu'on achète mais qu'on ne cuisine pas, les aliments qu'on cuisine en trop grande quantité, ceux qu'on oublie dans le fond du frigo, qu'on a fait que 2, 3, 4, 5 jours, puis qu'on oublie de manger. C'est les aliments qu'on jette à la poubelle. Donc, la plus grande quantité d'aliments qui se gaspillent, c'est là. Mais bien sûr, à d'autres étapes de la production alimentaire, il y a aussi de la perte qui se crée. Et une de ces pertes-là, ben, c'est dans les champs. Avant même que ça se retrouve dans les épiceries, avant même que ça se retrouve dans nos assiettes, il y a des pertes quand tout est prêt en même temps et qu'il manque de ressources pour cultiver, bien, il y a des pauvres légumes qui restent là à pourrir dans le champ carrément, et de pouvoir organiser des projets autour de ces, en fait, pour éviter ces pertes-là, c'est quelque chose qui diminue grandement le gaspillage alimentaire. Donc, le glanage qui appelle les citoyens à venir ramasser des aliments dans les champs et dont les récoltes vont être d'une part partagées entre les personnes qui vont avoir ramassé et d'autre part utilisées entre autres soit dans des cuisines communautaires ou dans des organismes d'aide aux personnes plus démunies pour pouvoir les cuisiner, pour pouvoir les apprêter, en faire des petits plats, les vendre et comme ça aider à subvenir à des besoins. Entre autres, ce projet-là ici lutte, bon, non seulement contre le gaspillage, mais développe aussi donc des plats de traiteurs à prix modique pour aider les familles à faible revenu, par exemple, à se nourrir. Donc, c'est vraiment multidimensionnel. On va au-delà de juste ramasser des légumes, mais on veut amener la production alimentaire aussi et amener ça beaucoup plus loin et servir les gens dans le besoin. Il y a aussi les projets d'ateliers culinaires qui se rapprochent un petit peu des cuisines collectives, mais les ateliers culinaires, toute cette grande catégorie-là, ce sont des projets aussi que l'on peut travailler en partenariat, pas juste à l'intérieur d'un organisme, mais vraiment s'arrimer avec d'autres partenaires, entre autres de l'agroalimentaire pour aider à avoir les ressources, les aliments pour pouvoir enseigner différents rudiments, pour pouvoir cuisiner avec les citoyens qui s'inscrivent
s'inscrivent au cours, mais tant qu'à faire aussi de s'attacher avec des experts de la santé, puis là je pense aux nutritionnistes, entre autres, je ne sais pas pourquoi, pour amener des notions aussi de saine alimentation qui passent par les aliments, parce que les nutritionnistes, on a tendance à parler de valeur nutritive des aliments, mais on ne parle pas juste en termes de vitamines, de minéraux et qu'est-ce qu'il faut manger pour être en santé. On traduit ça aussi en aliments. Et la meilleure façon de traduire nos conseils en aliments, c'est de cuisiner, de donner le goût de bien manger, mais en passant par le plaisir et pour convaincre les gens que bien manger, c'est bon aussi. Et les ateliers culinaires sont un très bon moyen de faire ça. C'est un très bon moyen aussi d'aider les gens à surmonter les obstacles du temps, de la conciliation travail-famille, du manque de temps ou d'énergie pour cuisiner. Les ateliers culinaires permettent de trouver des raccourcis, de trouver des trucs pour cuisiner rapidement, pour planifier. Entre autres, il y a des ateliers spécifiques à la mijoteuse. Comment utiliser, rentabiliser notre mijoteuse pour que le repas se prépare presque tout seul à la maison pendant qu'on est au travail. Donc ça, c'est aussi un type de projet qui peut vraiment imbriquer plusieurs partenaires. Là, il y a plusieurs partenaires dans le prochain projet que je vais vous présenter qui ont réussi à arrimer autant leurs besoins que leurs ressources dans un but de contrer l'insécurité alimentaire, d'amener aussi de la formation, de valoriser les aliments locaux et d'être carrément un innovateur, un incubateur d'innovation agroalimentaire. Ça s'appelle j'ai pas la dernière. Bon, mais on revient un petit peu en arrière là-bas. Bon, j'ai pas la présentation qui vous le dit, mais ça s'appelle la carotte joyeuse. C'est un beau nom. C'est dans le coin de Nicolet-Yamaska. Et ce projet-là de la carotte joyeuse, en fait, le but, c'est d'offrir des plats à prix modique aux plus démunis et de diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, il y a une dimension en fait, ils vont chercher les invendus à plein d'endroits. Ils se font offrir des aliments qui seraient gaspillés dans d'autres conditions. Ils transforment ces aliments-là et ils créent des plats qui vont être redistribués. Donc, les gens qui s'impliquent là-dedans, mais il y a des gens de l'éducation et de formation parce que ça sert aussi d'organisme de réinsertion. Donc, les gens qui sont en recherche de travail, qui arrivent de différents horizons et qui doivent réintégrer le milieu du travail, c'est un passage qui est offert à certaines personnes. C'est aussi un milieu où les jeunes qui travaillent en technique agroalimentaire ont la possibilité de travailler là pour développer, en fait, pour en connaître davantage sur la transformation des aliments. Il y a aussi les aspects de service à la clientèle même qui sont mis de l'avant parce que parmi les aliments qui sont produits, il y a une vente directe au consommateur qui est fait. Donc, il y a des aspects de gestion et de service à la clientèle aussi qui sont développés, en plus d'ateliers sur la saine alimentation. Donc, vous voyez que c'est très, très englobant et c'est un projet qui fonctionne depuis environ 2 ans et demi et qui a réussi à récupérer 14 000 tonnes. Non, c'est pas vrai, 14 tonnes. 3 zéros de trop. 14 tonnes d'aliments, c'est à peine, d'aliments invendus ou d'aliments mal aimés. Donc, c'est considérable l'impact que ça peut avoir là, au fil des mois, au fil des années. Le prochain projet arrime aussi vraiment une très, très belle brochette d'acteurs. C'est un projet qui a lieu à Montréal qui s'appelle le quartier nourricier. C'est un projet qui vraiment là, a voulu défoncer toutes les portes des silos des différentes entreprises pour faire un tout, pour faire un gros projet, un gros travail d'équipe. Le quartier nourricier, en fait, fait place c'est dans le coin de Montréal, c'est dans le quartier centre-sud de Montréal. Et il y a 3 infrastructures qui ressortent de ce quartier nourricier-là. C'est pour ça que c'est un terme qui est englobant. C'est que dans ce quartier-là, on a, entre autres, mis sur pied des serres, donc des serres communautaires où il y a de la culture qui est faite et où les citoyens sont mis à contribution pour développer tout ça, pour cultiver tout ça. Il y a aussi un projet de cuisine collective qui fait partie de ça, ainsi qu'un marché.
Donc, la production qui est faite, bien, ça ne s'arrête pas à la production. Il y a des ateliers de cuisine collective. Donc, les gens repartent aussi avec des aliments et ça dépend de ces ressources-là à la base, de ce qui est produit localement. Mais on étend ça aussi à l'ensemble du quartier pour que ça puisse bénéficier aux consommateurs, aux citoyens des environs, parce qu'il y a un marché qui a vraiment pignon sur rue, où les gens peuvent aller s'approvisionner. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous connaissez le principe des déserts alimentaires. C'est les endroits où, dans un rayon, en fait, que les gens doivent parcourir des très grandes distances pour se procurer des aliments frais. Mais le quartier Centre-Sud à Montréal, c'est une de ces places-là où ce n'est pas évident de se procurer des aliments frais, surtout pas des aliments frais à prix modique. Donc, de pouvoir instaurer un marché où les gens ont accès à des aliments qu'ils vont pouvoir acheter en respectant leur budget aussi, c'est hyper novateur parce que c'est un défi vraiment très, très grand pour une grande tranche de la population. C'est un projet comme celui-là met à contribution différents paliers gouvernementaux, autant du gouvernement, mais les élus municipaux aussi, puis aussi de l'aide du privé, parce que c'est un gros projet, il y a plusieurs ressources, autant humaines que matérielles, qui sont mises de l'avant. Donc, il y a des compagnies qui peuvent injecter de l'argent aussi dans des produits comme ceux-là. Et puis, il y a également la population qui est mise à contribution. C'est la cible, mais ce sont aussi des acteurs qui prennent part à des projets comme ceux-là parce que dans les projets de saine alimentation pour tous, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'on veut nourrir des corps, mais on nourrit aussi des esprits, on nourrit aussi des relations, on nourrit aussi des humains, donc c'est pas juste des corps, c'est beaucoup plus englobant que ça. Donc des projets de saine alimentation pour tous, quand on regarde pas juste avec une loupe les aliments, mais qu'on prend ça dans l'ensemble, il y a vraiment moyen de faire des projets à échelle humaine qui sont très, très porteurs et de se rassembler, mais ça donne une force quand les organismes se rassemblent pour aller convaincre les décideurs que c'est important que les enjeux, c'est pas juste un organisme à gauche, à droite qui souligne qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose, c'est un peu l'effet d'une pétition ou d'un recours collectif, c'est quand il y a un rassemblement, il y a quelque chose de grand qui naît de ça et vraiment c'est de cette façon-là que les actions peuvent être plus porteuses. Donc, je vous laisse sur une citation bien connue d'Henry Ford qui vous rappelle qu'être ensemble, bien, c'est déjà un début. Rester ensemble, ça veut dire donc échanger les cartes, puis communiquer, c'est une belle action aussi, mais de travailler ensemble, c'est comme ça que vous allez réussir à changer des vies, à mettre des projets de l'avant qui vont se démarquer et qui vont devenir la norme et que d'ici quelques années, on va regarder en arrière puis on va se dire c'est quel beau chemin parcouru et on est les acteurs principaux de ces projets-là. Merci.